Donc on va y aller par avance. Je m'excuse pour ceux qui sont sur ma droite. Je vais un petit peu leur tourner le dos lorsque je vais m'adresser aux intervenants, mais l'essentiel, ce sont bien sûr les intervenants, donc c'est pas un problème. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième journée donc, des assises du mécénat, on va commencer par le sujet, enfin pour nous en tout cas ce matin lors de cette conférence, par le sujet de l'implication des collaborateurs. Alors ce sujet, c'est un sujet important, même la ministre en a parlé hier effectivement, il est transversal, c'est une vraie question pour toutes les entreprises de toute taille, mais aussi pour les bénéficiaires, dans un contexte effectivement où la ressource publique diminue et où la crise économique ne facilite pas forcément l'engagement financier des entreprises, pouvoir bénéficier des compétences des collaborateurs ou des bonnes volontés des collaborateurs de l'entreprise peut être une piste importante à explorer pour les bénéficiaires. Alors quel impact de l'implication des collaborateurs, puisque l'impact c'est le fil rouge de ces assises, dans la relation de mécénat, entreprise-bénéficiaire, bien que ce soit complexe, c'est pour ça qu'on prend 2 jours pour en parler, la question de l'impact, on la conçoit finalement assez facilement, comme les effets de la relation entre 2 parties prenantes, l'entreprise, le bénéficiaire. Avec l'implication des collaborateurs, on rajoute une dimension, celle du collaborateur impliqué. Donc comment les entreprises, les bénéficiaires, identifient ces impacts qui sont divers, les différentes échelles, comment ils les articulent, comment cet impact ou cette recherche d'impact est prise en compte dans les programmes et les projets mis en place dans une relation de mécénat qui implique l'entreprise, ses collaborateurs de manière directe, les structures bénéficiaires et au-delà les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les publics de ces structures. Ce sont ces différents points que nous allons voir donc, dans cette conférence d'1h30, en laissant la parole aux intervenants bien évidemment, et en fin de séance, en vous laissant la parole, puisque c'est important que vous puissiez réagir. Alors pour ceux qui étaient là hier, je pense que vous avez pu vous familiariser avec l'application ConnexMe. Donc n'hésitez pas à réagir en direct, ça nous permettra de prendre vos questions à la fin de la conférence. Voilà, je vais laisser un petit peu s'installer et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les intervenants de cette conférence. 3 personnes représentant le monde de l'entreprise, effectivement, et 2 autres personnes plutôt de l'autre côté, entre guillemets, même si on travaille ensemble, pour les bénéficiaires. Alors, les entreprises, effectivement, on va avoir KPMG à travers sa fondation avec Bouchra Aliouat, qui est parmi nous, donc secrétaire générale de la fondation d'entreprise KPMG. Également la SNCF qui est représentée à la fois par la fondation, par la déléguée générale Marianne Echette et par Loïc Isler, DRH de l'EPIC SNCF. Du côté donc des bénéficiaires, Frédéric William pour effectivement France Volontaire. Donc on décrira un petit peu plus qui sont vos structures, qui vous êtes, et Johan Cassivivier pour le Pro Bono Lab. Alors, l'intérêt en fait d'avoir ce panel un peu différencié, effectivement, c'est que ce sont différents acteurs, différentes structures qui ont différents enjeux et surtout qui proposent différents modes d'implication. Je pense que c'est important de souligner que le titre de cette conférence, c'est l'implication des collaborateurs. On ne va pas parler que de bénévolat de compétences, ni que de mécénat de compétences, mais de différents dispositifs proposés par ces différentes structures. Alors très rapidement, je vais présenter un petit peu les différents modes justement d'implication que propose chacune de ces structures représentées ici et celle qui fera l'objet effectivement d'un focus au cours de cette conférence. Alors pour la fondation KPMG, Bouchra, vous me reprendrez si jamais effectivement j'oublie des choses, mais on y reviendra dans le détail, c'est très rapide pour le moment. Vous proposez l'implication des collaborateurs à travers différents dispositifs, le programme Créa Jeunes, vous soutenez également des associations dans lesquelles les collaborateurs sont impliqués, et également un dispositif qui est assez abouti avec le programme lycée et qui fera l'objet ici effectivement d'un développement plus précis juste après.
Pour la SNCF, les modes d'implication sont également divers. Traditionnellement, historiquement, le bénévolat est très présent dans l'entreprise et soutenu par la Fondation. Il y a un appel à projet pour les collaborateurs, qui est l'appel à projet Coup de cœur solidaire, et un dispositif effectivement de mécénat de compétences qui est récent mais très abouti, dont vous allez nous parler juste après. Pour le Pro Bono Lab, ce sont donc différentes formes de mise à disposition des compétences de collaborateurs d'entreprise, donc sur le champ du pro bono, avec en particulier le marathon pro bono, qui est un outil ou une forme d'implication particulière dont Johan vous nous parlerez tout à l'heure, et France Volontaire, qui donc propose de contribuer au développement de différentes formes d'engagement des volontaires à l'international. Donc là, vous proposez des chantiers, les volontariats de solidarité internationale, et également les congés de solidarité, et c'est sur ce point que nous allons nous arrêter juste après. Alors, pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, la question de l'impact, donc, de l'implication des collaborateurs. Quels sont-ils ? Qu'est-ce qui diffère d'un autre mode, finalement, d'une autre forme de mécénat ? À quelles échelles on peut les situer ? Je vais donner la parole en premier lieu à la SNCF, et en particulier à vous, Marianne, pour la Fondation, si vous voulez. Normalement, tous les micros fonctionnent, je pense. Pour que vous nous rappeliez rapidement les axes de la Fondation, pour qu'on comprenne bien les impacts aussi que vous identifiez peut-être en priorité. Et comme sur cette conférence, nous avons l'entreprise, le bénéficiaire, mais il nous manque le collaborateur impliqué, nous aurons un témoignage vidéo d'un collaborateur de la SNCF impliqué. Marianne, je vous laisse la parole. Merci d'être aussi nombreux, on entend. Oui, aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est finalement central, on en parlait déjà toute la journée dans toutes les conférences hier, de l'implication des collaborateurs. Alors en ce qui concerne la Fondation SNCF, c'est important de dire qu'elle s'inscrit vraiment dans la démarche de responsabilité de l'entreprise et des valeurs de solidarité. Alors notre raison d'être, c'est d'aider les jeunes à se construire un avenir. Et donc nous agissons dans le champ de la solidarité auprès de ces jeunes, avec eux, des jeunes en difficulté, qui rencontrent des difficultés. Alors nous essayons de les accompagner tout au long de leur vie, de la petite enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, à travers 3 axes. La prévention de l'illettrisme, le vivre ensemble et entreprendre pour la mobilité. Alors un tout petit focus sur la prévention de l'illettrisme, puisque vous le savez certainement, l'illettrisme a été déclaré grande cause nationale 2013, donc ça donne tout son sens à l'engagement de la Fondation depuis 5 ans sur ce sujet-là. Le vivre ensemble, là c'est un intitulé qu'on connaît bien, un vocable connu, mais notre projet est très ambitieux puisque nous souhaitons rapprocher des publics et des populations qui se défient, qui s'ignorent, qui se confrontent un petit peu, comme les jeunes, les seniors, les personnes valides ou personnes handicapées, changer le regard, n'est-ce pas ? Les filles, les garçons ou les populations venant de cultures différentes. Et enfin, le 3e axe, entreprendre pour la mobilité, c'est donner l'espoir, donner le soutien à un jeune qui souhaitent rentrer dans la vie active. Alors voilà pour les 3 axes de la Fondation. Au fond, quelle est la question posée aujourd'hui ? Pour moi, impacter, c'est... oui, alors on va laisser passer la place. Voilà. Il ne faut pas se plaindre. L'implication des collaborateurs est vraiment un vrai sujet qui intéresse. Faut pousser les murs. Oui, n'hésitez pas à vous serrer pour ceux qui sont vers le... Excusez-moi, oui, Marianne, à vous serrer sur le milieu pour que les personnes qui arrivent après puissent s'installer plus facilement, peut-être. Oui, il y a quelques places au milieu. Voilà. Marianne. Alors, juste peut-être 2 mots justement sur l'impact. Pour moi, impacter, c'est faire bouger les lignes. C'est changer la donne. Et ce que nous voulons, nous, Fondation, c'est être efficace dans le soutien apporté aux associations et être utile finalement au bénéficiaire final. Si Sarah me parlait d'échelle, c'est on the top, vraiment. D'abord, évidemment, se rendre utile et efficace auprès du monde associatif. C'est donc bien une affaire de moyens et de dynamique. Et le mécène aujourd'hui, à mon avis, tout mécène doit envisager tout type de dispositif à fort effet de levier dans son propre domaine d'intervention. C'est pourquoi notre démarche s'appuie sur 2 leviers principaux.
Le premier, c'est un ancrage territorial. Vous le savez, la SNCF est présente sur tout le territoire. Donc, nous avons un réseau de 23 correspondants, certains sont dans la salle aujourd'hui, qui sont dédiés aux actions de mécénat et aux actions sociétales et qui déploient les actions de la Fondation partout en France. Donc ça, c'est le premier levier. Et le second levier, c'est les nombreuses et différentes formes d'engagement que nous proposons aujourd'hui aux salariés, Sarah l'a dit, et qui permettent à chaque salarié de prendre sa part dans l'intérêt général. Alors, nous avons voulu donc aller plus loin qu'un simple mécénat financier et mis en place un certain nombre de dispositifs, dont le mécénat de compétences. Donc, je vais m'arrêter là et je vais justement revenir sur ce que disait Sarah tout à l'heure. Le collaborateur est quand même le personnage central aujourd'hui. Et donc, en effet, nous avons une petite vidéo d'1 minute seulement. Donc, alors, juste pour préciser, donc c'est un collaborateur voilà. qui est impliqué dans quelle structure? Alors, donc, Pierre Chabiran travaille à Nantes dans la branche SNCF Voyage. Il est manager dans le système d'information chez SNCF Voyage. Il est engagé auprès de Passeport Avenir. Certainement qu'un grand nombre d'entre vous connaissent cette association qui est un collectif d'entreprises et qui met à disposition des salariés auprès de jeunes issus de milieux populaires pour les aider, les accompagner à rentrer dans une grande école. Voilà. Donc, c'est donc le la témoignage de vidéo, Pierre. si on peut la voir maintenant, ce serait parfait. L'impact pour moi il est extrêmement positif et je ne m'y attendais pas d'ailleurs à ce point-là. D'abord parce que j'ai rencontré quelqu'un, donc un étudiant qui est en prépa, qui vient de milieux plutôt défavorisés. Et à son contact et par les échanges avec lui, j'ai appris pas mal de choses sur comment se passe la vie dans des milieux que je ne connais pas. J'ai pu élargir mon réseau dans l'entreprise, puisque j'ai organisé une visite au Technicentre TER de Nantes où je connaissais personne. Donc maintenant je connais du monde. J'ai aussi élargi mon réseau en dehors de l'entreprise, puisque les autres tuteurs sur Nantes ne sont pas de la SNCF. Donc il y a des gens de l'industrie des télécoms, de l'ingénierie informatique, donc d'un peu tous les métiers. Et maintenant on communique et on échange. Donc ça, c'était aussi un enrichissement. Ça m'a appris aussi une posture différente vis-à-vis d'un jeune. Et ça, c'est directement réutilisable dans ma vie privée, puisque on est formé via l'association Passeport Avenir à avoir une posture un peu différente vis-à-vis des jeunes que la relation un peu paternaliste ou parent-enfant. C'est vraiment, on est des pères avec les jeunes et on est plutôt père PAIRS. Et on est plutôt là dans une posture responsabilisante pour qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils prennent en charge eux-mêmes leurs études et leur avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est réutilisable. Moi, j'ai des enfants adolescents, mais c'est directement réutilisable dans la vie de tous les jours, bien sûr. Donc, pour ces 3 raisons, c'est pour moi extrêmement satisfaisant d'être entré dans cette démarche. Alors là, directement, on identifie l'impact interne sur le collaborateur impliqué. Loïc Isler, est-ce que qu'en pensez-vous en tant que DRH, effectivement, cet impact interne sur les collaborateurs, cette vidéo, on parle d'élargir son réseau, d'impact positif? Bien, alors effectivement, moi je veux témoigner de l'engagement. Vraiment approchez votre micro. Ouais, de l'engagement très fort de la SNCF dans la fondation et le mécénat de compétences en particulier. La volonté du président d'investir puissamment, alors parce que quand on fait les choses, on ne les fait pas à moitié, on les fait vraiment en s'y engageant. Le président, il a des convictions très fortes, à mon avis d'ailleurs souvent trop, parce que ça nous pousse à beaucoup travailler, à répondre à toutes ces idées, et il a des convictions et des intuitions, et je vais vous dire qu'elles correspondent effectivement à ce qu'est l'entreprise. D'abord des convictions autour de l'ambition de développement de l'entreprise. La SNCF n'est déjà plus que simplement une entreprise ferroviaire. Elle est, notamment ses filiales Géodis ou Keolis, un acteur de la mobilité, on dit même un acteur des mobilités, et le groupe SNCF veut devenir un acteur des mobilités à l'international. Bon, c'est vrai que l'essentiel de l'activité est encore aujourd'hui en France, mais a vocation à progresser au niveau international. Et puis si on veut être un acteur des mobilités, il faut répondre aux besoins de chacun, et donc vivre la société. Voilà. Vivre la société,
c'est comprendre la vie des uns des autres. Ce qui a été dit là dans le témoignage, c'est j'ai compris la diversité, par exemple. Vous voyez, bon voilà, connaître la société, vivre la société, c'est vivre la situation de tous ceux qui tous les jours sont clients, usagers de l'entreprise, que ce soit sur le transport ferroviaire de voyageurs, qui est l'activité principale, mais pas seulement, aussi clients des services de marchandises, clients des réseaux urbains par Keolis, etc., etc. La mobilité, ça veut dire porte à porte, ça veut dire aller chez les gens. Hein. Par exemple, nous, la direction de la communication, par exemple, a mis au point un programme où on va accompagner des voyageurs. C'est-à-dire qu'on propose à des voyageurs de partager leur voyage de chez eux pour comprendre quelles sont toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et ça, c'est important aussi, vous voyez. Bon, je ne vais pas m'étendre trop sur cette ambition de développement, mais intégrer, vivre la société, bah, c'est tout à fait compatible, cohérent. Et ça s'intègre complètement dans une activité de bénévolat, une activité de compétences mises à disposition de l'entreprise, enfin de la société et de ses différents publics. Deuxième chose, je parlais d'intuition du président. Ben, c'est une intuition sur la culture de l'entreprise. Hein. On parle beaucoup de culture d'entreprise. Alors, je peux vous dire qu'à la SNCF, il y a une culture d'entreprise très forte. Elle est historique. Hein. Elle précède même la création de la SNCF. En 1937, c'est faire corps avec la nation. Faire corps avec la nation, c'est dans le patrimoine génétique des cheminots. Hein, alors, j'ai juste vous donner un indice de ça, parce qu'on fait chaque année un baromètre social, et on pose chaque année la question à un échantillon représentatif, qui est, voilà, chaque année, c'est à peu près la même chose, le même résultat, donc ça montre que c'est quand même sûrement vrai. C'est qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise SNCF? Eh bien, il y a plusieurs propositions, et ce qui arrive en tête, c'est les cheminots. Voilà, c'est ça qui fait la valeur de l'entreprise à 80%. Alors pour que vous compreniez bien, il y a une autre réponse possible qui est la qualité de ses dirigeants. Alors ça fait 2%. Voilà, vous avez tout compris. Faire corps avec la nation, c'est donc faire confiance aux usagers, c'est rechercher des moments de fusion. On a des gens qui sont véritablement dans ce monde de référence, de monde civique, c'est-à-dire les mots qui comptent, c'est nation, citoyen, faire corps avec la nation, être proche des usagers. Par exemple, toujours dans le baromètre social, les cheminots ont confiance d'abord en tête dans les clients et les usagers, hein, en eux-mêmes et dans les clients et les usagers. C'est-à-dire qu'on partage bien la même vie. Et puis, il y a un autre élément en dehors de la culture qui est le bien vivre au travail, hein, parce que y a une tradition d'engagement, même dans, je dirais, les règles de travail de l'entreprise. Hein. Par exemple, un train qui est en retard, le conducteur ne va pas descendre parce qu'il est l'heure de la fin de son boulot. Ça vous embêterait un peu. Donc, il va continuer. Et puis, s'il y a, comme vous le savez, malheureusement un peu trop de retard, eh bien, on a un système d'organisation du travail qui permet que ces retards-là soient compensés sur un cycle de travail et donc de ne pas avoir tout de suite un règlement des heures supplémentaires. Donc, il y a un certain nombre de règles qui sont des règles propres à l'entreprise qui font qu'il y a en face de ça, dans la peau de chacun, l'envie de donner. Voilà, je reçois, je donne. C'est un échange que les sociologues appellent don contre don. Et ben voilà, les missions de la fondation, le mécénat de compétences, ça rentre complètement aussi dans cette logique culturelle de chaque cheminot. C'est une intégration totale, effectivement, des impacts sur l'entreprise globalement, pas uniquement sur les collaborateurs, ni uniquement sur la fondation. C'est très global, on comprend bien. Merci beaucoup. Autre écho du côté de l'entreprise, toujours, Bouchra Ayouat, pour la fondation KPMG, voilà. Que pensez-vous comment avez-vous appréhendé ces différentes échelles d'impact? Alors, Marianne parlait d'échelle et du coup de graduation. Est-ce que vous avez un peu la même échelle, même représentation des impacts? Alors oui, bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors moi je dirais qu'on a appris aussi avec le temps. Hein. C'est vrai qu'en se lançant dans une démarche de mécénat d'entreprise, qui en plus, dans nos champs d'intervention, prenait vraiment comme élément important l'implication des salariés. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment fondamental pour nous. Dès la création de la fondation, dans tous les programmes qu'on voulait mettre en place, on voulait de toute manière impliquer des salariés.
Donc c'était quelque chose de nouveau. Donc on a appris vraiment, on était des stagiaires à l'époque, hein, et puis on est passé à un stade un peu plus important 6 ans après. Et donc effectivement, on s'est rendu compte avec le temps qu'il n'y a pas une seule forme d'implication de toute manière. On s'adapte finalement aux besoins, aussi bien des associations, et ça c'est important parce que ce sont nos partenaires. J'utiliserai pas le mot bénéficiaire, mais plutôt partenaire. C'est vrai qu'on a une relation partenariat parce qu'une association ou un programme qu'on va monter va nous dire, voilà, on a ce besoin-là. Et bien dans ce cas-là, on va adapter l'implication du volontaire en fonction des besoins aussi de l'association. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est aussi, ça vient des collaborateurs. Typiquement, les congés solidaires, on a mis en place des congés solidaires. C'est pas nous, Fondation, on s'est dit tiens, on va proposer ça à nos salariés. C'est des salariés. J'ai eu une première demande au début, on dit bah, c'est pas terrible, bon, on va mettre ça de côté, on va attendre. Une deuxième, une troisième, je dis bon bah d'accord, allez, on va mettre en place. Donc c'est l'impact finalement, effectivement, et la mise en place de l'implication de la formalisation de l'implication des volontaires vient des deux parties. Après, les types d'implication et l'impact, je dirais, on fait un peu de tout. Du congé solidaire, du bénévolat de compétences, du bénévolat tout court, du mécénat de compétences et du volontariat. Et on a même, parce qu'il n'y en avait pas suffisamment, mis en place un système un peu hybride, moitié sur le temps de travail et moitié sur le temps privé. C'est ce qu'on a appelé les congés solidaires. Oui, on verra ça on va effectivement après, plus en détail parce que c'est un outil important. Et du coup, voilà, bon, je ne vais pas vous parler de tous les programmes, mais c'est vrai que le programme qui implique le plus de volontaires, et c'est vrai qu'il fait l'objet un petit peu de cette table ronde, c'est effectivement le programme lycée. On a, parce que j'ai beaucoup entendu le mot, on a co-construit. Oui, c'est vrai, ça existe. On a co-construit un programme avec des lycées, en partenariat direct avec des lycées, donc des lycées professionnels, dont l'objectif, c'était de créer une passerelle entre les jeunes et le monde de l'entreprise, et puis également de favoriser leur insertion professionnelle. Et donc, à travers ce programme, effectivement, on implique beaucoup de volontaires qui font du parrainage dans des classes qui vont suivre pendant 3 ans. Effectivement, c'est sur ce programme aussi que, dans le deuxième temps de la conférence, on va vraiment faire un focus parce que, je le redirai tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment la formalisation de ces différents programmes qui visent la recherche d'impact et la démultiplication de ces impacts. Est-ce que vous voulez rajouter juste quelque chose sur les différents niveaux d'impact ou voilà, pour l'instant? Ou est-ce qu'on se réserve pour la suite? Merci. Donc du côté des partenaires, puisqu'on va utiliser ce mot et plus celui des bénéficiaires, Frédéric William, pour France Volontaire, est-ce que voilà, les premiers points de vue qui sont exprimés par les entreprises là aujourd'hui, est-ce que vous les partagez sur ces différents niveaux d'impact? Est-ce que c'est comme ça que vous le concevez aussi dans la mise en place de vos différents programmes? Oui, alors bonjour à tous. Je vais d'abord vous dire 2 mots sur ce que c'est que France Volontaire. Donc France Volontaire est la plateforme associative des volontariats d'échange et de solidarité à l'international. Donc là, on est dans une dimension peut-être un petit peu différente en tout cas de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, puisque ce dont moi je vais vous parler, c'est à chaque fois une implication du salarié ou du collaborateur à l'international. France Volontaire étant l'intermédiaire entre les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs collaborateurs de ce genre de dispositif et les associations locales de développement dans les pays en difficulté. Donc voilà, France Volontaire en fait est à la fois une plateforme donc de co-construction et de travail avec les différents membres qui travaillent dans le secteur du volontariat à l'international, mais c'est également une structure qui propose aux jeunes gens, je dirais avec une moyenne d'âge entre 25 et 30 ans, de partir sur des contrats de long terme, donc de 2 ans. Et parallèlement, elle propose également des congés de solidarité à destination de collaborateurs d'entreprise. Donc voilà, on a vraiment en fait un double engagement, à la fois sur le long terme et sur le court terme. Et depuis 2010, on a fait partir une 50aine de collaborateurs d'entreprise. Nous sommes en partenariat avec une bonne dizaine de structures en France, à la fois donc, des entreprises, des fondations d'entreprises, mais aussi des collectivités territoriales. Les volontaires sont partis dans des pays aussi différents que le Bénin, le Maroc, Madagascar, le Cambodge et le Pérou.
Donc on a vraiment une grande diversité d'actions avec, je dirais, un élément central à chaque fois, l'implication du collaborateur en amont de son départ, puis ensuite en aval, puisqu'il continue à être en contact avec les structures locales dans lesquelles il a travaillé. Alors, peut-être assez rapidement, entre guillemets, mais je pense que c'est essentiel sur les missions que vous proposez. Vous ne proposez des missions que à la demande des structures locales, donc les antennes de France Volontaire ou les associations partenaires en local, uniquement si le besoin nécessaire n'est pas trouvé dans le pays ou parmi les populations locales. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner dans la question de l'impact, justement. Alors oui, c'est un élément important. En fait, nous proposons aux collaborateurs qui partent avec nous des missions assez spécifiques et qui font appel à des compétences personnelles ou professionnelles assez pointues. Et donc, ces compétences mobilisées ne sont pas accessibles pour les partenaires et les structures locales avec lesquelles on travaille dans le pays dans lequel ils sont implantés. Donc, on a vraiment des compétences très ciblées et très spécifiques qui sont mises en place qui sont mobilisées par des collaborateurs au bénéfice de structures locales qui en ont vraiment besoin. Et effectivement, les demandes de mission émanent du terrain, c'est-à-dire des associations avec lesquelles on travaille dans les pays dans lesquels on est implanté, puisque France Volontaire a la chance d'avoir un maillage international important par le biais de représentants pays de France Volontaire. Merci beaucoup. Yoann Cassivivier, pour Pro Bono Lab, un peu la même question que pour France Volontaire. Est-ce que vous partagez un peu ces propos? Je crois que vous avez peut-être une approche un peu plus transversale de la question de l'impact. Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps. Mais bonjour à tous. Merci d'être venus nous voir. En fait, donc je vais essayer de vous présenter brièvement Pro Bono Lab afin que vous puissiez savoir dans quel contexte mon propos s'inscrit. Donc Pro Bono Lab, en fait, c'est une association qui a été créée en janvier 2011 et qui a pour objectif d'accompagner des équipes de volontaires à conseiller gratuitement des associations. Donc on aide des petites et moyennes associations qui ont généralement moins de 20 salariés et qui expriment un besoin d'appui en compétences non solvable, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas répondre à ce besoin en allant chercher une prestation sur le marché. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette situation-là? On fait un diagnostic de l'association pour exprimer son besoin clairement en compétences et quel est un regard extérieur. Et ensuite, on va aller mobiliser une équipe de volontaires. Nos bénévoles, nos salariés volontaires travaillent toujours en équipe et sur leur cœur de métier. Et ils vont aider l'association sur un temps court ou long, mais toujours ponctuel, toujours délimité dans le temps. Donc ça, c'est pour l'activité de Pro Bono Lab. Et depuis janvier 2012, donc à un peu plus d'un an, on a réussi à faire 6500 heures de conseils gratuits en mobilisant 350 personnes auprès d'une cinquantaine de structures. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui je pense, a l'impact qu'on recherchait au début. Et pour revenir donc, sur ta question, Sarah, on a effectivement ces trois niveaux d'impact sur l'association avec qui on travaille, sur l'entreprise et sur le volontaire, qu'il soit salarié d'entreprise ou bénévole. On a bien ces trois éléments-là. Et quelque chose qui est intrinsèque à Pro Bono Lab, c'est que la vision qui était associée dès la création, on a une vision de mutualisation des compétences de ces acteurs pour faire progresser l'intérêt général. Nous, notre vision, c'était de se dire finalement, les problèmes sont trop complexes pour que soit le secteur associatif, on ne voulait pas qu'il y ait d'antinomie entre les secteurs ou des clivages dans la société civile. Et pour nous, s'il y a des problèmes sociétaux qui arrivent, on ne peut y répondre qu'ensemble. Donc en fait, le but de ces projets en équipe, ponctuels, etc., c'était de susciter l'engagement et de susciter en fait la collaboration, le décloisonnement entre ces mondes. En fait, au-delà même de l'impact qu'on mesure sur chacune des parties prenantes, on essaie aussi d'avoir un point de vue plus macro sur qu'est-ce qu'on a créé, comment l'écosystème a évolué autour de nous à l'issue des projets. Ok, très bien, merci beaucoup. On va rentrer maintenant dans le vif, entre guillemets, de vos dispositifs précis que vous proposez. Donc, je le disais déjà tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez, Bouchra, le but, c'est de démultiplier l'impact à travers l'implication des collaborateurs. C'est le sujet de cette conférence. Donc, à travers les différents retours d'expérience, on va voir comment les programmes que vous avez mis en place, avec des cadres précis, des outils,
pour démultiplier l'impact de l'implication des collaborateurs, voilà, tendent tous vers cet objectif. Alors je redonne du coup la parole à la SNCF, Marianne pour la Fondation, sur ce fameux programme de mécénat de compétences que vous avez lancé donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a été l'aboutissement de beaucoup d'étapes de travail, qui est lancé et donc pas fini. Je vous laisse la parole. Est-ce que je peux me permettre, Sarah, juste de dire aux personnes qui sont là qu'il y a encore quelques places pour s'asseoir, oui. Peut-être un groupe, voilà, parce que mais je sais pas, non, mais je me dis que voilà, bon. Il y a 2 places là, voilà. Bon, voilà, et celle qui est ici devant. Bon, excuse-moi, Sarah, mais non, mais je ne voyais pas derrière moi. Parce que toi, tu les vois pas, mais nous, on les voit. Voilà, pour prolonger peut-être ce que disait Yann, parce que c'est évidemment très intéressant, la place où il est, c'est que franchement, le mécénat de compétences, c'est une conjonction de bénéfices mutuels. Hein, et donc, moi, ce qui me paraît intéressant dans le mécénat de compétences, ce qui est innovant, en fait, c'est pas l'action elle-même, c'est le processus, c'est l'agencement, qui fait qu'au bout du compte, 2 objectifs complémentaires sont remplis. C'est le mieux-être, que ce soit pour le salarié ou l'association, et c'est aussi la réponse à une situation donnée, à un besoin qui n'a pas été rempli. Hein. Donc ça me paraît intéressant, c'est ça le mécénat de compétences. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une innovation sociale, hein, clairement. Alors je voulais juste dire ça. Alors peut-être sur le dispositif, de quoi s'agit-il? Oui, il faut maintenant en parler. Clairement, et Loïc parlait tout à l'heure d'un objectif très très ambitieux donné par le président. Le président nous a demandé de proposer à 1000 salariés d'ici 2016 de remplir une mission de mécénat de compétences. Bon, c'est à la hauteur de la dimension de l'entreprise, puisque nous sommes 160 000, mais enfin néanmoins, c'est vraiment un défi à relever. Et le président le dit d'ailleurs en insistant sur le fait que c'est un projet d'entreprise. Hein. C'est bien sûr une initiative de la Fondation il y a 2 ans. C'est la Fondation qui l'a proposé. Mais c'est un projet d'entreprise, et c'est la présence de Loïc le montre ici. Et donc ce projet aide les jeunes parce que leur avenir, c'est aussi le nôtre. Hein. C'est les propos de Guillaume Pépi. Donc ça veut dire, au bout du compte, un dispositif ouvert à tous les salariés de l'entreprise, avec une proposition aussi très forte, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir en mission jusqu'à 10 jours par an. Hein, de 1 à 10 jours. Donc, 10 jours par an, c'est vraiment important. Donc, ça peut, si on fait un petit calcul rapide, 1000 salariés, 10 jours par an, 10 000 journées donc, du temps des salariés de l'entreprise au service du monde associatif. Alors, 2 types de missions. Des missions d'accompagnement et des missions d'expertise, hein, donc selon les besoins des associations. Donc il est vrai que comme Passeport Avenir, un certain nombre d'associations demandent à ce qu'on accompagne un jeune ou une personne en situation difficile, de handicap ou au chômage. Enfin, malheureusement, les situations sont nombreuses dans ce cas. Mais l'expertise aussi, n'oublions pas que nous avons 150 métiers à la SNCF, et donc des métiers de fonction support, bien entendu, mais aussi un électricien, hein, des peintres, voilà, un architecte. Nous avons tous ces métiers qui peuvent donc rénover les locaux d'une association. Hein, tout est possible à la SNCF. Donc 150 métiers, c'est important. Alors le premier bilan, rapidement, c'est 150 parrains en mission. Hein, depuis 6 mois, donc, dont plus de la moitié dans les régions. Hein, donc, ce n'est pas un phénomène parisien. Je vous rappelle, on est partout présent en région. On l'a vu avec Pierre Chabiran à Nantes. Nous avons 32 associations partenaires et déjà des témoignages enthousiastes de la part de parrains et d'associations que vous pouvez découvrir sur le site de la Fondation. Hein, déjà un certain nombre de témoignages. Alors, pour cela, je crois que Sarah insistait pour dire que nous avons mis en place... Alors, c'est quand même 18 mois de travail, hein, de co-construction, je reprends le mot, mais c'est une réalité avec la direction des ressources humaines. L'entreprise a donné des moyens, clairement. J'ai d'ailleurs été vraiment bluffée, il faut dire, hein, par la réponse, la capacité de réponse très rapide de l'entreprise. Hein. Je suis arrivée il y a 3 ans et je dois dire qu'en proposant ce dispositif à mon arrivée, 18 mois après, il est en place. Donc c'est vraiment une vraie prouesse et vraiment l'entreprise, c'est grâce à l'entreprise. Alors nous avons donc mis en place un mode opératoire complet et simple.
Donc c'est important. Alors donc sur le site internet, on a le volet salarié avec un dossier de candidature à remplir, bien entendu, une motivation et puis toutes les compétences qu'il souhaite mettre à disposition, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, en effet. Un comptable peut avoir envie de faire le bilan d'une association, mais peut-être qu'il n'a pas du tout envie, il préfère faire autre chose pour l'association. Et puis un dossier de candidature association également à remplir. On y trouve aussi toute la liste des associations partenaires avec leur objet et puis la liste de missions. Voilà, Marianne, je souligne juste qu'effectivement, je crois que c'est le seul dossier, enfin en tout cas vraiment appel à candidature dédié pour les associations qui vont demander du mécénat de compétences. Absolument. Je crois que là, on a vraiment abouti à quelque chose de très formalisé. C'était important parce que l'enjeu est important, 1000 salariés et donc autant de missions en face à trouver. Donc les deux défis à relever et c'est pour ça qu'il fallait le structurer. Et des personnes dans la salle comme André Maître a beaucoup agi sur ce dossier. Donc les deux défis à relever aujourd'hui pour nous, c'est premièrement de faire connaître le dispositif auprès des 160 000, n'est-ce pas, c'est ça, salariés, Loïc, et ça c'est pas c'est pas facile, et inciter les managers, puisqu'il faut l'accord de la hiérarchie, le N+1 de dire OK, tu peux y aller. Donc inciter les managers de chacun des salariés en demande à les laisser partir, voire à les encourager à partir. C'est pas tant je te laisse partir, c'est je t'encourage à aller voir à l'extérieur ce qui se passe et revenir, booster comme l'est Pierre, on l'a vu tout à l'heure. Le deuxième défi, et pas des moindres, c'est et paradoxalement il n'est pas facile, c'est d'identifier les associations en capacité de formaliser une mission et d'accueillir le parrain. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est pas simple non plus. On l'a d'ailleurs évoqué plusieurs fois avec Pro Bono. Donc, pour cela, en interne, nous avons mobilisé à la fois, bien sûr, toutes les branches de l'entreprise, toutes les régions, puisque nous sommes évidemment présents en région, pour que les managers soient évidemment totalement mobilisés. Ça, c'est pour l'interne. Et puis, grande première à la Fondation, c'est la première fois que vous nous verrez dans la presse, pour se faire connaître, pour faire connaître le dispositif auprès du monde associatif. Nous l'avons lancé au Forum des associations, c'est vrai, mais nous allons donc lancer une campagne presse pour faire connaître le dispositif et pour proposer donc aux associations de bénéficier des compétences des salariés de la SNCF. Donc effectivement, on voit à travers ce dispositif plusieurs outils en fait qui sont mis en place à travers la formalisation du mécénat de compétences à la SNCF, avec les 10 jours possibles d'engagement sur le temps de travail, les dossiers pour les associations, les fiches missions pour les collaborateurs, la campagne grand public pour faire remonter les dossiers, parce que la question de l'impact, c'est aussi de pouvoir répondre à des besoins et de les identifier effectivement. Loïc Isler, est-ce que vous souhaitez rajouter un petit mot peut-être sur les types de missions ou sur l'intégration, en tout cas l'importance d'avoir, je pense que KPMG pourra nous en dire un petit peu là-dessus aussi, d'avoir les RH à côté, puisqu'à côté, avec la Fondation dans ce dispositif. Oui, juste pour compléter sur peut-être le volet managérial, parce que, comme l'a dit Marianne, il faut l'engagement, il faut la compréhension et l'accord des managers, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faut assurer la production, sinon ça risque de vous poser des problèmes. Donc, ce n'est pas toujours simple de laisser partir des gens. Donc, il y a tout un fonctionnement à mettre au point, impliquer la hiérarchie. La culture maison, c'est la vérité est sur le terrain, elle est sur les rails. Et puis, il y a l'engagement est là aussi, très fortement. Et donc, les cheminots poussent leur hiérarchie à bouger. Et quand ça coince un peu, il y a un effort qui est fait pour que ça remonte et puis que tout le monde se mette au vert, un peu comme pour faire circuler le train. Et c'est un effet managérial très important. C'est ce que je voudrais juste rajouter. Merci beaucoup. Du coup, Bouchra, je pense que sur ce sujet, sur l'importance du rôle des RH pour avoir un impact en interne pour mobiliser, mais du coup en externe aussi pour répondre à des besoins, est-ce que vous pouvez en parler et revenir sur justement le programme lycée, peut-être plus en détail, sur les relations que vous avez donc avec vos partenaires là-dessus et les outils que vous avez pu mettre en place? Oui, en effet. Moi, ce que je disais, c'était que le DRH, c'est mon meilleur ami. De toute façon, on n'a pas le choix. Il vaut mieux. Mais pas que. J'ai le directeur de la formation aussi, c'est mon meilleur ami. Enfin, quoi qu'il en soit, bien entendu, quand vous mettez en place une politique de mécénat qui implique des collaborateurs,
vous devez vraiment travailler avec les DRH, avec la formation, etc. Donc ça, c'est évident, et on le fait très bien. Donc pareil. Non, alors au niveau effectivement des différents outils qu'on a pu mettre en place pour l'implication des volontaires, c'est pareil, ça dépend vraiment des types d'implications. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'implications différentes. Il faut savoir que la Fondation, elle a été créée en 2007. Ça, je ne l'avais pas signalé, donc ça fait depuis 2007 qu'on travaille sur cette thématique-là. Et du coup, ayant pour volonté d'impliquer des volontaires sur tous les programmes, donc forcément, avec le temps, on a dû mettre en place différents outils. Alors, on a un programme, effectivement, tous les programmes peuvent faire appel aux outils qu'on a développés. Mais il y en a un plus particulièrement, effectivement, qui a été expérimental. C'est vraiment, sincèrement, c'est ce qu'on pourrait dire tout à l'heure de l'innovation sociale, hein, on en fait aussi. Et ce programme-là, effectivement, nous permet d'expérimenter des nouveaux outils pour l'implication des collaborateurs. Alors, sur tous les programmes de manière générale de la Fondation, il faut savoir qu'aujourd'hui, chez KPMG, on a 8000 salariés. On arrive aujourd'hui à impliquer 5% des effectifs, donc ce qui est pas mal. Ça fait à peu près un peu moins de 500 collaborateurs qui sont impliqués de près ou de loin, une journée, une demi-journée, etc., dans des actions de la Fondation. Et donc, pour le programme lycée, la première chose qu'on s'est dit, c'est d'abord, on envoie des collaborateurs dans des classes. Ils parrainent des classes donc, sur une durée longue, hein, c'est 2 ans, 3 ans, le temps de leur cursus. Donc, on s'est dit, on ne va pas les envoyer comme ça dans la nature sans leur donner au moins des outils pour les aider à animer leurs ateliers. Donc, on a conçu des ateliers pour qu'ils puissent donc animer ces ateliers sur place. Après, on s'est dit, mais c'est eux hein, qui nous l'ont dit, hein, c'est bien beau, c'est super, on a des outils, mais maintenant, on aimerait bien être formés. Bon, bah, très bien, bah, écoutez, on va mettre en place des formations pour les volontaires, donc, qui sont vraiment dédiés à l'utilisation de ces outils pour le programme lycée. Au début, pareil, ces formations, elles n'étaient pas forcément incluses dans le catalogue de formation de KPMG. Vous imaginez bien, hein, KPMG, cabinet d'audit, d'expertise comptable, donc aucun rapport avec la formation des jeunes, etc. Donc, mais, comme je vous l'ai dit, le directeur de la formation, c'est mon meilleur ami. Donc, je suis allée le voir. Enfin, on est allé le voir aussi avec la Fondation. On lui a demandé si on ne pourrait pas intégrer les formations des volontaires dans le catalogue de formation. Et donc, que ces formations puissent faire l'objet des modalités d'inscription, de prise en charge, etc. Et donc, ça a été le cas. Donc, les volontaires KPMG donc, qui sont impliqués dans les programmes et qui peuvent faire des formations, donc sont intégrés dans le catalogue de formation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et tu vois Marianne qui dit « oui ». C'est d'accord. Bien fait de venir avec les DRH. Voilà. Et voilà. J'aime bien, je donne des... voilà. Et le dernier point, effectivement, c'est les congés fondation. Alors là, pareil. On s'est dit, bon, bah écoutez, c'est vrai qu'ils donnent deux, hein, vraiment les volontaires qui s'impliquent dans les différents programmes, et dans le programme lycée en particulier, eh bien, ils vont partir une demi-journée ou une journée dans les classes pour animer ces différents ateliers. Et on avait une problématique, c'est que certains, en fonction de leur hiérarchie, c'est pareil, hein, il n'y a pas de niveau hiérarchique quand on a cette implication des collaborateurs dans des projets de mécénat d'entreprise. Il n'y a pas de niveau hiérarchique, ça va de l'assistante au senior manager, au partenaire, etc., etc. Et ils s'impliquent tous ensemble sur ce projet-là. Et donc, forcément, vous avez des personnes qui sont plutôt souples sur l'emploi du temps. Donc voilà, ils vont prendre 3 heures dans leur journée, sur leur temps de travail, ils vont partir et puis ils reviendront, personne ne leur posera des questions. En revanche, vous en avez d'autres, bien entendu, qui ne peuvent pas s'absenter comme ça du bureau aussi facilement. Et donc, par rapport à ça, c'est une vraie problématique qu'on a identifiée de la part des collaborateurs hein, qui nous ont posé ce problème-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé avec notre meilleur ami, le DRH, pour mettre en place les congés fondation. Et le principe étant que lorsque vous vous impliquez dans un programme de la Fondation, et particulièrement le programme du programme lycée, vous avez sur PeopleSoft, enfin bref, vous posez des congés Fondation, donc vous avez une petite ligne qui s'affiche congés Fondation, et donc vous avez la possibilité de poser 6 jours maximum par an sur ce congé Fondation, et la moitié des congés est débitée de vos congés perso, et l'autre moitié est recréditée par l'entreprise.
Donc, ce qui veut dire que, par exemple, un volontaire s'implique 4 jours dans l'année, 2 jours seront déduits de ses congés privés, de ce congé perso, et 2 jours de l'entreprise. Donc, finalement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle un peu hybride, mais qui donne, bien sûr, l'entreprise s'implique dans ce projet-là et dans l'implication du volontaire, mais le volontaire aussi est pleinement, bien sûr, impliqué dans cette démarche. Est-ce que vous pensez du coup que cet outil responsabilise ou en tout cas implique réellement et sur la question de l'impact, améliore l'efficacité entre guillemets de la mission du collaborateur impliqué? Ah oui, j'en suis persuadée. Oui, oui, parce qu'il y a bien sûr, ils donnent de leur temps. Mais en plus, ils se sentent soutenus par leur entreprise parce que l'entreprise soutient et abonde aussi de leur implication. Donc, c'est très, très bien sûr, apprécié de la part des collaborateurs. Pour nous, c'est super parce que on sait à quel moment les salariés se sont impliqués. Donc, on a un moyen, effectivement, d'évaluer aussi, voilà, d'avoir un suivi de l'implication des collaborateurs. D'accord. Mais pareil, c'est un dispositif vraiment qui est coûteux. Il est évident pour l'entreprise, bien entendu, parce que ça génère bien sûr un engagement de la part de l'entreprise. Mais c'est plutôt effectivement efficace en interne. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ou... Non, on verra les questions peut-être, à mon avis, qui viendront après. Frédéric William, je fais le lien aussi avec la formation qui est proposée par KPMG, puisque vous, donc, dans le cadre des congés de solidarité, en particulier, on va s'attarder sur ce programme-là, vous proposez également la formation pour les collaborateurs qui s'impliquent. Je vous laisse présenter un petit peu le programme. Oui, alors, étant donné donc, que les personnes qui vont partir avec nous pour se rendre dans des pays... généralement des pays en voie de développement. Donc, comme ces personnes s'impliquent dans des terrains quand même assez particuliers et souvent assez éloignés de leur culture d'origine, parfois pour certains c'est une grande première de partir sur le continent africain par exemple, et même nous avons eu la chance d'accueillir une volontaire qui est partie avec nous pour le Sénégal et qui n'avait jamais pris l'avion. Donc, on est vraiment avec des personnes pour qui c'est parfois un rêve depuis longtemps que de s'investir dans la solidarité internationale et de faire de l'humanitaire, mais avec quand même des besoins en formation et quand même des compétences à acquérir, je dirais, en termes d'échange et d'interculturel, ou en tout cas des bases. Et donc, nous proposons avant le départ, au minimum 3 semaines avant le départ, une journée de formation à la fois sur les notions d'interculturalité, sur les notions d'échange, de volontariat international, mais également avec une prise de contact tout à fait professionnelle avec le partenaire qui va les accueillir. Donc on a une journée entière consacrée à ces échanges entre les volontaires qui vont partir et avec le staff de France Volontaire qui a l'habitude de gérer ce genre de situation pour des volontariats longs et qui là s'investit sur des personnes qui vont partir pendant 15 jours. Je précise que les structures avec lesquelles on travaille, que ce soit des collectivités territoriales ou des entreprises et fondations d'entreprises, proposent la plupart du temps, enfin en tout cas avec les structures avec lesquelles on travaille, proposent en fait à leurs collaborateurs de prendre 2 semaines de congé. Parfois, elles abondent, je dirais, à hauteur d'1 semaine, mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Et donc, les volontaires qui partent avec nous sur des missions de 2 semaines consacrent 2 semaines de leur congé payé et jours de congé en tout genre à la mission en question. Donc, il y a vraiment un investissement en temps qui est important. Voilà, donc on a lors de ces formations en fait la chance de pouvoir confronter des personnes qui sont parties parfois qui sont déjà parties sur des missions, parfois des novices totaux. Nous avons également la chance de pouvoir accueillir des gens qui ont une longue expérience professionnelle, parfois des gens plus jeunes. Bref, il y a quand même une grande diversité de volontaires qui participent à ce genre de formation. Et donc, il y a déjà entre eux
des échanges d'expériences, de ressentis, etc., avant de pouvoir en fait entrer dans le vif du sujet avec des modules liés à l'interculturalité, à l'échange et au fait de travailler en fait sur le fait qu'on va être surpris. On va être surpris par à la fois un mode de travail totalement différent, par des approches professionnelles, culturelles, voire religieuses complètement différentes de ce qu'ils connaissent. Donc bref, on a quand même un temps de travail qui est à la fois professionnel, mais aussi un petit peu personnel, puisqu'il faut réfléchir à la manière dont on va se positionner en tant qu'étranger dans un milieu totalement différent de celui qu'on connaît. Donc je pense que, si on peut juste souligner, effectivement, dans cette formation, ce qui est intéressant, on parle de la recherche d'impact, du décloisonnement, de rapprocher les mondes. Le collaborateur de l'entreprise, effectivement, et le partenaire dans l'association sont pas forcément sur les mêmes façons de travailler, et ça peut parfois poser problème, que ça soit en France ou à l'international. Et du coup, allez-y. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le retrouve dans le témoignage de Pierre Chabiran. Il explique vraiment qu'il est entré dans un monde qu'il ne connaissait pas. C'est un monde qui est quand même tout à fait à côté de chez lui, hein. Là, on est dans la même mentalité, la même manière d'appréhender la diversité et l'ouverture à autrui, sauf que là, on est sur des kilomètres un nombre de kilomètres un peu plus élevé. Mais en réalité, je dirais l'étincelle de départ est la même. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont envie de s'engager pour les autres et qui ont envie de découvrir une autre manière de penser, de travailler, d'appréhender le monde. Donc, que ce soit ici, en local ou à l'international, je pense que la motivation de départ est relativement similaire, avec peut-être une petite recherche d'exotisme et de défis personnels quand on part à l'autre bout du monde. Et même, je pense que sur la question d'impact, on en parle ici pour ceux qui réfléchissent au programme, mais pour les collaborateurs, il y a aussi l'envie d'avoir un impact dans ce qu'on fait. Question de l'efficacité. Et là aussi, il y a parfois des conceptions qui sont un peu différentes. En préparant, vous me disiez, les collaborateurs partent 15 jours, ils ont préparé leur programme de travail sur 15 jours, ils arrivent, ils commencent à travailler, sauf que parfois, ils arrivent et en fait, on commence pas tout de suite à travailler, et pourtant, ça enlève rien à l'impact et à l'efficacité de leur mission. Non, tout à fait. Et c'est aussi, en termes de formation, un élément vraiment important pour nous, de préparer le volontaire donc à la différence de manière de travailler, ce qui peut beaucoup déstabiliser quelqu'un qui consacre 15 jours de son temps de congé à une mission professionnelle. Certes, il y a une ouverture culturelle, mais on est quand même sur des missions assez professionnelles. Donc, ils arrivent avec un planning de la descente de l'avion à la remontée. Ils sont heure par heure. On sait exactement ce qu'on va faire. Donc, il y a un rétro-planning qui a été mis en place en amont, un calendrier extrêmement pointu, sauf que pas du tout. C'est pas la manière de travailler sur place. Et en plus, les gens qui l'accueillent et qui accueillent le collaborateur auront à cœur, dans un premier temps, de saluer son arrivée, de le présenter à l'ensemble des collaborateurs, de lui faire visiter le projet, qui sont parfois des projets géographiquement chronophages, donc où on se déplace, ça prend du temps, etc. Et là, il ne faut pas que le collaborateur se dise « je perds mon temps ». On n'est pas du tout dans cette optique-là. Au contraire, c'est avec les premiers moments de rencontre que la symbiose va se faire et qu'il va y avoir une vraie démarche de collaboration ensuite sur les jours qui viennent. Donc ça, c'est un vrai décalage pro entre des personnes qui partent et qui sont dans un cadre professionnel extrêmement compétitif, où ils ont vraiment besoin d'être hyper productifs. On leur demande, quand ils arrivent sur les projets de développement, de s'adapter. Et ça, c'est une qualité qui doit être envisagée en amont pour ne pas buter en arrivant sur place juste sur ce problème d'adaptation à la culture locale. Merci. Avant de passer la parole à Yoann sur les marathons pro bono, juste un dernier point, on n'a pas encore parlé, c'est l'éthique. Parler d'éthique, ça peut aussi permettre d'améliorer l'impact de l'implication des collaborateurs. Et en l'occurrence, vous proposez une charte du volontariat international.
Oui, en fait, c'est une charte qui a été élaborée par les associations d'éducation populaire et les associations de solidarité internationale en France, au niveau national, et qui a été créée en 2010. Elle est actuellement en refonte et elle met en avant en fait les valeurs principales liées à l'engagement volontaire. Donc des valeurs de laïcité, de respect d'autrui, de diplomatie, d'écoute, etc. C'est basique, mais c'est vraiment nécessaire dans le cadre d'une contractualisation avec une structure, puisque France Volontaire travaille avec les entreprises, fondations d'entreprises et collectivités, et c'est nécessaire dans la relation interpersonnelle avec les collaborateurs qui s'engagent. Donc c'est une charte qui pour nous est nécessaire et permet de donner une base commune, une base de valeurs à la fois aux structures qui envoient des collaborateurs, aux collaborateurs, à nous-mêmes et aux structures d'accueil. Donc on sait déjà qu'on est en phase sur les éléments principaux de l'échange. Merci. Johan, est-ce que vous voulez bien du coup nous présenter beaucoup, le dispositif du marathon pro bono, parce que je pense qu'intrinsèquement, on va bien comprendre comment la façon dont il est conçu rejoint cette recherche d'impact sur les différents acteurs. D'accord. Alors, je vais faire un petit détour avant Sarah, parce que pour arriver au marathon pro bono, je pense qu'il y a quelques clés à donner sur la manière dont nous, on a conçu en externe, puisqu'on ne fait pas partie de l'entreprise ni de l'association partenaire, comment on a conçu cette méthode. Pour être très bref, je pense qu'il y a plusieurs choses qui étaient vraiment importantes pour nous. La première, c'est la recherche et la veille continue. C'est-à-dire que, en fait, pour faire ce qu'on fait, on pense qu'il n'y a pas tant de choses qui existent déjà, mais en fait, il faut se connecter aux bonnes personnes, aller voir aussi à l'étranger, dans différents pays, et on trouve toujours des intermédiaires ou des entreprises ou des associations qui ont rencontré les mêmes problématiques. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on a publié plus de 200 articles depuis qu'on existe, donc en 2 ans. On prend énormément de connaissances à l'étranger et en France, et on en repartage énormément. Ça, c'était un point important. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis qu'on a vu ce concept de marathon. C'est le même concept en fait que les hackathons ou que tous ces événements qui vont réunir des pools de compétences pendant une journée, 24 heures, voire 48 heures pour les plus courageux, qui vont travailler ensemble sur des projets et finalement en un temps très court arriver à réaliser des choses qui seraient faites sur 3 mois si on avait eu un mode de fonctionnement classique et pas en cluster entre guillemets. Donc voilà, cette méthode-là, elle est issue d'un travail de veille. À côté de la veille, en sorte des méthodes, il y a le marathon dont je peux parler brièvement, mais je pense que la clé, et on en parlait avec Marianne, pour sourcer des projets, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent s'engager. C'est pas ça le problème, la contrainte. C'est les projets, comment est-ce qu'on accompagne des associations du secteur associatif, sachant que celles qui en ont le plus besoin et les plus nombreuses, c'est les petites et les moyennes, qui représentent quand même 84% voire plus des associations en France, et sachant que c'est très difficile pour elles d'exprimer leurs besoins. Je veux dire, moi-même, si on me demandait pro bono de quoi vous avez besoin, moi, je crée un diagnostic et des gens viennent le faire pour nous. Parce que c'est plus simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, la première chose qu'on a faite, c'est créer cette méthodologie du diagnostic où on s'est dit comment est-ce qu'on va arriver à faire en peu de temps des expressions de besoins d'organisations qui ont un mode de fonctionnement différent de celui des personnes issues de l'entreprise qu'on veut engager. Comment arriver à exprimer ces besoins, sachant qu'ils ont 2 cultures différentes et des projets, des méthodes différentes. Et on y est arrivé, encore une fois, grâce à ce travail de veille, parce que d'autres acteurs aux États-Unis y avaient pensé, au Japon également. On a croisé voilà. On est arrivé en France avec une méthode, et finalement, on a complètement changé, mais ça nous a permis d'avoir un objet à modifier. Voilà, donc ça, c'était important. Et enfin, il y a d'autres méthodes autres que le marathon qu'on développe en permanence, et au fur et à mesure, on essaie de faire en sorte qu'on puisse trouver cet espace commun entre nos différentes parties prenantes, que ce soit les entreprises, les associations ou les volontaires, dans lesquels ils souhaitent s'engager. C'est ça, les défis que vous aviez tout à l'heure en interne, chez vous, nous on a en l'externe. On est comme un espèce de cabinet de conseil où les gens viennent le soir ou les week-ends, et tout se construit grâce à des personnes qui vont contribuer à hauteur de ce qu'ils peuvent. Donc nous, notre enjeu, c'est de convaincre les DRH dans les entreprises, les petites associations qui ne savent pas ce que c'est que le conseil, d'arriver à leur montrer que ça a de la valeur et que ça vaut le coup d'y passer du temps. Voilà, donc c'est ça notre défi. Maintenant, sur le marathon en lui-même,
Je pense là, donc le concept, je voulais expliquer, c'est un temps court, plusieurs personnes autour d'un même projet. On aide par marathon, généralement il y a 6 projets quand c'est de taille, on va dire, normale. Donc ça fait à peu près une 60aine de volontaires et environ 2 responsables associatifs par association autour de la table. Donc le principe, c'est que tout le monde met ses compétences sur la table. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une logique de je vais juste vous aider et vous transmettre mon savoir-faire. C'est vraiment chacun met son savoir-faire autour de la table. Il y a des volontaires qui s'y connaissent moins que les autres sur la thématique abordée et tout le monde apprend. Et autour d'un objectif commun qui est de se dire à la fin, il faut un livrable, il faut des recommandations que l'association peut mettre en place pour mieux réaliser sa mission. Donc ça, on l'a fait en marketing et communication, il y a énormément de besoins. Donc ça représente 60% des demandes des associations. On le fait aussi beaucoup en RH parce qu'il y a beaucoup de projets de recrutement, fidélisation des bénévoles. Voilà, il y a beaucoup de projets autour de ça. On fait aussi pas mal de stratégies modèle économique. Bon, c'est pas étonnant. Il y a une baisse de financement qui est colossale et nous, on aide les associations avec des professionnels de l'entreprise à repenser leur modèle économique. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, depuis quelques mois, on vient de lancer des projets en droit et en web parce qu'on a noué des partenariats avec le barreau de Paris et une filiale d'un groupe de communication. Donc voilà, en fait, cette méthode-là nous permet de répondre à des besoins des associations qui sont ponctuels. Et souvent, on nous pose la question, mais comment arrivez-vous à répondre à leurs besoins qui, généralement, sont sur du long terme à travers des projets courts ? Mais on leur dit, nous, en fait, la première chose qu'on a fait quand on a voulu concevoir Pro Bono Lab, c'est déjà séparer les parties prenantes, comprendre leurs enjeux et dans quel cadre ils peuvent s'engager, et essayer de réunir, en fait, les conditions de leur engagement, sachant qu'elles ne sont pas toujours les mêmes. En fait, le volontaire, nous, en tout cas, les gens qui viennent au lab, ils ont un parcours de l'engagement, et ils commencent souvent par très petit. Parce qu'ils n'ont pas envie au départ de faire une mission de 3 mois ou de se lancer dans un projet qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, on a ce marathon qui, pour le volontaire, est un moyen facile de s'engager, peu chronophage, peu engageant, même si pendant la journée, il est à fond. Et en fait, on se rend compte qu'après, il va se réengager, où il va faire un projet plus long, où il va rester en contact avec l'association, etc. Et en fait, pour l'association, nous, on joue le rôle de garant qu'elle va recevoir plusieurs projets. Donc en fait, on a segmenté son besoin d'accompagnement en plusieurs événements ponctuels. Ce qui fait qu'elle aussi, ça lui laisse le temps de respirer, parce qu'on pense souvent qu'il faut lui envoyer des ressources, mais si on lui envoie quelqu'un à temps plein, nous, nos petites associations, sont incapables d'absorber cette ressource. Donc voilà un peu et simplement parce que j'ai croisé des partenaires dans la salle, donc ces marathons, on les fait avec des entreprises partenaires, dont Accenture, Société Générale, Monoprix, Bouygues Construction, etc. Et il se trouve que soit on répond à leur logique en interne, c'est-à-dire on qualifie les enjeux de l'entreprise, qui peut être soit de fédérer, soit de développer les compétences, soit d'améliorer son image employeur, etc. Et ensuite, on va modifier en fait ce modèle de marathon pour qu'il corresponde à ses besoins. Par exemple, Accenture, leur besoin, c'était de engager des consultants auprès d'associations qui sont en faveur de l'emploi, mais aussi aux côtés de demandeurs d'emploi. Parce que leur fondation vise à développer les compétences de personnes pour qu'elles puissent se réinsérer. Ce qu'on a fait, c'est que le marathon, déjà, on l'a fait sur 2 jours, pour qu'il soit plus propice à l'échange et qu'il y ait vraiment un réseau professionnel qui peut se construire. Et en fait, dans chaque projet de 6 volontaires, on a mis 3 consultants et 3 demandeurs d'emploi qui viennent de Mosaïque RH. Et le principe, c'est que pendant ces journées, on a vraiment un double impact. À la fois, l'association bénéficie d'un accompagnement de qualité, et en même temps, la personne en recherche d'emploi se refait un réseau et continue à rester active avec ses compétences qui, on le sait, elle en aura besoin pour trouver son emploi. Très bien, merci beaucoup. Le temps passant, je passe à la question suivante, entre guillemets, qui va permettre aussi, je pense, d'ouvrir un petit peu, parce que, voilà, on va voir la question de la mesure de cet impact de l'implication des collaborateurs, qui est liée à la question de l'évaluation, qui est un vaste sujet et qui, je crois, a attiré beaucoup de monde hier dans l'atelier. Donc, sur la question de la mesure, effectivement, de la mesure de l'impact de cette implication des collaborateurs, sachant que dès qu'on parle d'implication des collaborateurs, c'est toujours un peu difficile de parler d'évaluation, de mesure, qu'est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on rentre ça dans les parcours, les entretiens individuels. Voilà, pour l'interne, c'est pas évident. Pour l'externe, on peut regarder voilà, comment s'est passée la mission, est-ce qu'elle a été effectuée.
que vous avez déjà mis en place des outils de mesure ou des moyens d'évaluation dans les différents programmes. Marianne, est-ce que pour la Fondation SNCF, vous voulez répondre? Oui, bien sûr. Peut-être un tout petit retour en arrière. Quand j'étais déléguée générale d'Admical sous la présidence de notre très regretté Jacques Rigaud, l'évaluation ne faisait pas partie du vocabulaire du mécénat, pour tout vous dire. C'était plutôt un gros mot. Néanmoins, un échange avec Jacques Rigaud m'avait fait comprendre que, même si les entreprises n'étaient pas prêtes, m'avait-il dit, il fallait que Admical commence vraiment à se pencher sur la question. Voilà, donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Alors aujourd'hui, on n'en est pas toujours au même point, on en parle. On a vu hier, d'ailleurs, chez Vinci et d'autres, ils ne sont pas du tout favorables à la mesure de l'impact, il l'a clairement dit. Alors, pour nous, à la Fondation SNCF, et pour moi en particulier, la question pour nous, ce n'est pas d'évaluer ou de ne pas évaluer. Il faut évaluer, d'après moi. C'est plutôt pourquoi et comment. Ce sont les questions aujourd'hui que je pose. Alors, nous avons lancé fin 2012 le chantier de l'évaluation et nous travaillons sur l'élaboration des indicateurs. Là aussi, il faut laisser le temps au temps. Ça prend du temps, bien sûr. On va prendre en compte à la fois des aspects quantitatifs et qualitatifs. Alors, nous ne partons pas de rien, puisque pour l'ensemble de nos programmes, et les correspondants ici présents le savent, chaque association s'engage à nous faire parvenir une fiche de suivi ou un bilan de l'action. Donc, on a déjà ces informations-là. Et pour le mécénat de compétences, qui est beaucoup plus récent, nous procéderons à des évaluations essentiellement qualitatives, ça va de soi, sur la satisfaction des bénéficiaires et des associations partenaires et bien entendu des salariés. Mais il faudrait se garder de deux risques peut-être sur le thème de l'évaluation. Le premier, c'est de créer un carcan qui briserait les élans. Et la mesure donc ne doit pas être une sanction, mais plutôt un outil pour réorienter, changer ou accélérer, améliorer en tout cas. Elle doit donc davantage aider à mieux faire plutôt qu'à censurer. Donc ça, c'est le premier écueil à éviter. Le second, et peut-être qu'on n'y pense pas spontanément, c'est celui de s'endormir sur ses lauriers si l'évaluation est bonne. Si vous regardez les vidéos, et je vous invite à le faire sur le site de la Fondation, vous allez voir des salariés très, très, très heureux et des associations très, très, très heureuses. Et la satisfaction, elle n'est pas de 100%, elle est de 200%, voire 300%. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est peut-être des questions. Donc, cette évaluation, ces bons résultats ne doivent pas faire obstacle à une remise en question dans un monde qui bouge. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Donc, ce mécénat, il doit rester créatif, évolutif. Il a besoin d'un jeu de jambes pour avancer, ne pas rester figé. Peut-être une dernière remarque sur l'évaluation. On pourrait l'envisager autrement, c'est-à-dire on pourrait l'envisager en creux. C'est-à-dire, qu'en serait-il s'il n'y avait pas eu le mécénat, en l'absence du mécénat? Je crois que c'est aussi une question qu'on pourrait se poser ici dans la salle. Toutes les entreprises savent combien c'est important, combien de projets n'auraient pas été soutenus sans le mécénat. Alors évidemment, évaluer l'absence de mécénat, c'est une autre paire de manches. Donc moi je me dis qu'au fond, l'important aujourd'hui, c'est de s'assurer que le travail qu'on fait est rigoureux, efficace et professionnel et utile, absolument. Donc c'est la première des choses, sans oublier évidemment le sens qu'on donne à notre action et la joie de permettre aux associations d'agir. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. Bouchra, je crois que c'est aussi des choses que vous réfléchissez, vous mettez en place au fur et à mesure un peu des démarches. Oui, effectivement, moi je rejoins Marianne. Oui, on doit évaluer, mais il faut savoir pourquoi évaluer, bien entendu. Et nous, si on souhaite évaluer, c'est essentiellement pour améliorer, pour identifier, bien entendu, les points forts du programme et les points à améliorer. Et c'est grâce à cette évaluation qu'on a mis en place tous les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est bien les kits, les formations, les congés, etc. Si on n'avait pas évalué, bien entendu, on n'aurait pas pu mettre en place tous ces outils. Alors oui, bien sûr, pour l'évaluation, mais des deux côtés. Bien entendu, il faut évaluer l'impact auprès de nos partenaires. Donc, est-ce que le programme leur satisfait? Est-ce que le programme est bien mené, etc. Et pour ça, effectivement, jusqu'à présent, tous nos partenaires ont été contents. On a poursuivi les actions qu'on a mises en œuvre avec eux. Donc, et surtout, ils participent également au développement du programme. Ils nous apportent des idées. Enfin, voilà. Il y a un vrai partenariat des deux côtés et on construit ensemble. Après, en interne, bien entendu qu'il faut évaluer, et on le fait aujourd'hui.
de manière assez naturelle, je dirais. C'est des entretiens effectivement individuels ou collectifs avec les volontaires. On le remarque, bon, je ne l'ai pas signalé, mais je pense que c'est une évidence que bien sûr que l'implication des volontaires contribue à la fierté d'appartenance bien sûr à l'entreprise, mais au bien-être aussi. C'est une véritable, pour les collaborateurs, on le sent vraiment, qu'ils sont contents de participer, que ça leur apporte vraiment une valeur ajoutée, des compétences personnelles. C'est pour ça que j'ai parlé de la formation tout à l'heure. Je n'ai pas parlé des compétences, mais bien entendu, avec l'implication des collaborateurs dans les différentes actions, eh bien, il y a des compétences qu'ils développent, et notamment, bien sûr, des compétences personnelles. Pas forcément techniques, mais personnelles. Mais c'est important. Et donc, on le remarque ça à travers des entretiens. Donc, c'est plutôt effectivement des indicateurs qualitatifs. Quantitatifs, oui, bien entendu aussi. On en a le nombre de volontaires, le nombre de classes parrainées, les nombres d'élèves et d'étudiants touchés par nos programmes. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez automatique. Donc, oui, bien sûr, moi, je pense que c'est important. Merci. Frédéric, William, du coup, je crois aussi que c'est des questions que vous vous posez forcément, et vous avez mis quelques outils en place, et notamment, je crois assez récemment, des réunions collectives avec les volontaires partis en mission, et du coup, qui vous donnent quelques éléments qualitatifs, mais tangibles sur le retour. Oui, alors nous, on a mis en place en fait un double système d'évaluation, je dirais. Le premier temps est un temps d'évaluation à chaud. On propose aussi bien aux volontaires qui est parti sur une courte durée qu'à la structure d'accueil de remplir un petit questionnaire rapide sur voici quels étaient les objectifs, voici ce qui a été réalisé, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a eu des problèmes organisationnels, logistiques, professionnels, relationnels, etc. Et en fait, la plupart du temps, à chaud, on a quand même des réactions extrêmement positives. D'abord parce que les missions sont extrêmement préparées en amont, très encadrées. Et donc, du coup, il y a toujours de la surprise, mais je dirais pas de mauvaise surprise. Donc, voilà, la première étape pour nous, c'est l'évaluation à chaud. Au niveau à la fois du bénéficiaire, parce que là on a vraiment un bénéficiaire, et puis au niveau du collaborateur parti en mission. Et deuxième temps d'évaluation, l'évaluation à froid, qui se déroule à peu près un an et demi après le retour de mission. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on propose donc aux collaborateurs partis sur le terrain de nous rejoindre pour une journée ou deux de travail. La dernière, c'était de 2 jours. Hein. Et en fait, on a quasiment 80% des personnes qui étaient parties avec nous qui ont répondu présentes et qui sont venues partager 2 jours d'évaluation, de retour sur expérience, d'échange avec les autres collaborateurs partis dans d'autres structures, qu'elles soient publiques, parapubliques ou privées. Donc on a vraiment un engagement qui reste fort sur le long terme. Et là, je dirais que l'évaluation, donc à un an et demi après le retour de mission, en fait, donne des résultats aussi très positifs, puisqu'on a 100% des volontaires qui ont repéré de nouvelles compétences. Alors, on parlait de compétences professionnelles et personnelles, et c'est vraiment le cas. Hein. On a à la fois des compétences professionnelles avec une ouverture à d'autres manières de travailler, etc., et des compétences tout à fait personnelles avec la meilleure capacité d'écoute, de partage, d'ouverture d'esprit, tout simplement. Et voilà, donc on a vraiment 2 temps d'évaluation, et je dirais qu'il y a dans le temps d'évaluation à long terme, à froid, il y a un deuxième panel aussi, puisqu'on parle des collaborateurs, mais aussi des structures qui ont accueilli les volontaires. On organise, à partir du moment où il y a eu 3 volontaires courte durée qui sont venus chez le partenaire, on organise une mission d'évaluation. Et donc, ça a été le cas, par exemple, à Madagascar, par exemple, au Bénin, où on a demandé tout simplement aux bénéficiaires à 2 ans, 3 ans de décalage par rapport à la première mission effectuée,
qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place par rapport aux recommandations de départ, aux recommandations des volontaires. Et on s'aperçoit qu'il y a entre 60 et 70% en fonction des missions qui ont été effectuées, donc 60 à 70% des recommandations qui ont été suivies d'effets concrets. Voilà. Donc ça nous semble quand même un résultat très positif, puisqu'on parlait du temps de digestion, en fait, en quelque sorte, du bénéficiaire ou de l'association qui accueille. C'est un élément extrêmement important. Et ça rejoint bien la question du transfert aussi de compétences. Voilà, ça peut être des missions qui sont ponctuelles. Voilà, l'impact peut être à long terme, effectivement. Merci. Johan, du coup, là aussi sur la question de la mesure, de chiffres, je crois que vous avez quelques chiffres pro bono sur l'année 2012 au moins. Je vous laisse la parole. On a pas mal de chiffres, mais je rejoins assez ce qui a été dit là dans la table. D'une part, pourquoi déjà je m'oppose assez fondamentalement à ce qui a été dit hier en plénière. Je pense qu'il faut évaluer, c'est une certitude, parce que pour pouvoir améliorer, il faut évaluer, puis pour prendre connaissance aussi de ce qui se passe. Donc c'est important. Nous, on le fait pour deux choses. On le fait non seulement pour améliorer, mais on le fait aussi pour communiquer, parce qu'il y a un enjeu de plaidoyer énorme pour ce qu'on fait en France. Le pro bono n'est pas connu. Voilà, il y a quand même un changement de paradigme entre un bénévolat plus traditionnel et une forme d'engagement un peu hybride qui peut être tant sur le temps privé, sur le temps de l'entreprise, qui utilise ses compétences. Donc c'est quelque chose quand même qui est nouveau. Donc on a un enjeu de communication, et notamment auprès des associations, parce qu'il faut leur montrer comment elles peuvent s'en servir elles-mêmes. L'objectif étant qu'elles le fassent elles-mêmes à long terme. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure auprès de chaque partie prenante. Et après, dans le temps, exactement de la même façon, on fait une évaluation immédiate. On laisse juste une semaine à l'issue du marathon, parce que justement, quand c'est trop chaud, nous, ça nous pose un problème, parce que là, on est dans les 200%, et voilà, il y a l'enthousiasme de l'événement. On laisse redescendre. Une semaine après, on revient vers eux avec un questionnaire. On fait ça une première fois, et là, on a travaillé sur un questionnaire à plus long terme pour l'association, pas du côté volontaire, mais côté de l'association, pour savoir justement de quelle manière ont été appliquées les recommandations, et savoir aussi si on a eu le rôle de transformation qu'on souhaite avoir. Si c'est justement quand on travaille sur des RH bénévoles, est-ce que l'association a cessé de demander dans ses fiches de bénévolat des bénévoles qui sont là 3 jours par semaine pendant 3 ans ? Je veux dire, nous, il y a des partenaires avec qui on travaille qui demandent ça. On essaie de leur dire que s'ils veulent des bénévoles qui ne sont pas que retraités, il faut changer aussi de posture et puis aller chercher des ressources ailleurs. Donc on fait aussi cette étude à plus long terme. Ensuite, il faut vraiment pas... Donc on cherche des chiffres parce que c'est important de pouvoir quantifier et de se donner une idée, mais on fait aussi beaucoup de qualitatifs, tout simplement parce que c'est le plus simple pour pouvoir modifier le programme ensuite, en fait. On demande systématiquement, donc qu'est-ce qu'on évalue à chaque fois, pourquoi ils sont engagés, des deux côtés, volontaires, associations, pourquoi ils ont décidé de participer. On y passe quand même pas mal de temps. On évalue bien sûr la satisfaction, et on évalue ensuite, on demande des recommandations, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc. Et ensuite, on pose justement des questions sur tout ce qui concerne le décloisonnement des mondes. Donc, une question importante pour nous qu'on pose aux volontaires, par exemple, en toute fin de questionnaire, c'est est-ce que ça vous a donné envie de vous réengager dans le secteur associatif ? Et on est quand même à 3/4 de personnes qui nous disent ce projet m'a donné envie de m'investir dans d'autres projets associatifs. Donc ça, voilà. Et on demande la même chose côté association. On lui demande si elle a pu nouer de nouveaux partenariats. On est à 60%. Ce genre de choses, c'est assez... pour nous, finalement, c'est le plus gros impact qu'on a, parce que sur un événement, bon, ok, on a de l'impact du projet, mais le plus fort de l'impact, c'est le changement culturel qui se passe dans la tête de chacun d'entre eux, qui vont les amener à beaucoup plus facilement nouer des partenariats. Et simplement, si je peux me permettre, je pense que c'est vraiment important, au bout d'un moment, de communiquer sur certains... Enfin, nous, on mesure, par exemple, le développement des compétences des deux parts, des deux côtés. Et voilà, il y a un moment où, quand on sait que les volontaires développent énormément des compétences mobilisables au travail, il faut en faire quelque chose. On ne va pas rester encore pendant 10 ans à se dire, finalement, le bénévolat, il y a un moyen que ça développe des compétences, mais c'est vrai que même s'il y a autant de chômage, on ne va rien en faire. Il y a quelque chose à faire autour de cette thématique. Merci.
Merci pour le mot de la fin, c'est assez, voilà, ça engage un peu tout le monde. On va s'arrêter là pour les échanges avec les intervenants, on va ouvrir les échanges avec la salle. J'espère que voilà, tous les éléments, on a essayé d'être aussi concret que possible, aller dans le détail des outils pour que ça ouvre des pistes pour chacun d'entre vous, bénéficiaires, entreprises, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà, je sais pas s'il y a des... Oui, il y a 2 micros ici. On va prendre les questions. On a 10 bonnes minutes pour les consacrer. Oui, au milieu de la salle, Chantal Monvoix. Oui, il y a une question au milieu là, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui c'est qui est en train d'amener un micro. Bonjour. Merci. Je commence ou... Je ne sais pas d'où ça vient. On va donner la parole à Chantal Monvoix et puis après à vous. Merci. Bonjour à tous. Je voulais donc Chantal Monvoix, déléguée générale de la Fondation Vinci. C'était pas une question, c'était juste 2 petites remarques. La première, c'était pour répondre à ce qui vient d'être dit sur l'évaluation, l'impact. J'étais pas à la plénière hier. Je pense que ce qui a été dit, c'était qu'il faut faire attention de ne pas rigidifier, de garder toute la spontanéité, tout le naturel du mécénat de compétences qui est sur le fondement de l'engagement personnel de chaque collaborateur, et c'est très important, et je pense que c'est ce qui a été dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'on fait un suivi évaluation très strict de nos projets au niveau de la Fondation Vinci, projet par projet, très léger, avec des petits indicateurs qui sont définis avant même que le projet ne passe au comité de sélection, qui nous permet de vérifier notre impact avec l'apport financier de la Fondation, mais surtout avec l'apport des collaborateurs pour vérifier 12 mois après le démarrage du partenariat, puisque nous parlons de partenariat dans le parrainage, que nous avons vraiment été efficaces et pouvoir nous améliorer puisqu'il n'y a pas de progrès sans mesure. Et donc, ça fait 3 ans que nous faisons ça. Et dans les retours que nous avons sur les collaborateurs qui nous répondent en nous remplissant un bilan qui est fait avec l'association soutenue, eh bien, nous avons 88% des collaborateurs qui sont encore en contact 1 an plus tard et qui aident encore et qui vont continuer. Et 81% des résultats espérés qui ont été atteints. Et c'est très satisfaisant parce que ça permet de progresser. Voilà, c'était juste pour vous modifier un petit peu ce qui avait été dit. La deuxième chose, je voulais dire que j'adhère à 100% à tout ce qui a été dit sur le mécénat. Je voulais y rajouter peut-être une petite dimension, puisque nous, ça fait 11 ans que nous vivons pour, par et avec le mécénat, l'implication des collaborateurs sur des projets dans la durée, pendant des années si possible. Ça fait 10 ans que notre parrain le plus ancien accompagne la même association, et il en est même devenu vice-président, pour dire. Ce que je voulais dire, c'est que nous, depuis 2008, nous avons encouragé le coparrainage, l'implication de collaborateurs qui sont de niveaux différents ou de sociétés différentes, pour qu'ils se connaissent, qu'ils apportent des regards différents et que du coup, ils apprennent à travailler ensemble. Ça crée de la transversalité à l'intérieur de l'entreprise. C'est vraiment intéressant. Et depuis l'an dernier, nous allons un peu plus loin. C'est que nous essayons d'entraîner aussi les collaborateurs de nos partenaires, les entreprises avec qui nous travaillons, les sous-traitants, etc., qui puissent travailler personnellement, ensemble, au développement des associations qui sont autour d'eux. Et le mot que je voulais rajouter à tout ce qui a été dit, c'est l'ancrage territorial et le développement des territoires entre individus qui vivent dans les mêmes territoires et qui du coup s'associent pour l'intérêt général, pour le bien commun, pour faire progresser la solidarité, etc. Et je pense que là, avec le mécénat, on peut aller très loin dans le changement de notre société et faire en sorte que les individus qui vivent sur un territoire puissent s'associer, même s'ils ne se connaissaient pas, même s'ils n'étaient pas dans le même monde, dans la même société, puissent s'associer pour faire progresser notre société, la citoyenneté, la culture, la solidarité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je dis juste un petit mot. Effectivement, je pense que sur l'évaluation et le fait de le faire en amont, vous disiez avant même que les projets soient lancés, c'est toujours des éléments qu'il faut co-construire et bien être d'accord sur ce qu'on va regarder, ce qu'on va mesurer avec les partenaires. Il y avait une question, madame, donc sur la droite. Bonjour, Isabelle Deveau, Batik International, ONG de Solidarité Internationale. On fait clairement partie des 84% d'associations décrites par Pro Bono, j'irai peut-être vous voir. Mais ma question est pour France Volontaire, avec qui on est déjà en partenariat, mais sur un format assez classique, de VSI longue durée. Et on serait potentiellement très intéressé de pouvoir bénéficier, notamment pour des projets mis en place au Vietnam, des compétences d'un volontaire entreprise. J'ai une question très terre-à-terre. Qui prend en charge quoi ?
on n'en a pas parlé, mais n'est-ce pas le nerf de la guerre? Le petit détail qui fait la différence. En fait, à l'heure actuelle, dans les conventions qui sont mises en place entre France Volontaire et les entreprises, fondations et collectivités territoriales, c'est les fondations, collectivités territoriales et entreprises qui prennent en charge à 100% la mission du volontaire qui, lui, met à disposition ces 15 jours de congé. Enfin, il met à disposition, oui, c'est ça, c'est 15 jours de congé. Et donc, l'entreprise, en fait, prend en charge son billet d'avion, sa nourriture, son logement, etc. sur place. Je pense que certains prennent en charge, certaines entreprises prennent en charge le vaccin. Et parfois le visa, voilà. D'autres ne le font pas, il faut bien l'avouer. Il y a effectivement la petite nuance ou souplesse. Ouais, souvent il y a une certaine, voilà, il y a une différence entre les structures. L'entreprise prend également en charge le déplacement du salarié quand il vient en formation. Donc on part du principe que le collaborateur prend en charge vraiment un tout petit montant sur une mission de 15 jours. Voilà. Quelqu'un a posé la question des assurances. Donc, bien sûr, tout ça, c'est pris en charge par la structure. Je dirais que quand on part en mission, ce qui est totalement indispensable, mis à part le billet d'avion et le visa, c'est l'assurance maladie et assurance rapatriement. Merci. Tout est pris en charge par l'entreprise. Pour ne rien vous cacher, on est sur des montants d'environ 3 000 € sur des missions donc de 15 jours, tout compris. Le temps de formation, l'encadrement sur place, parce que nos salariés sur place de France Volontaire s'occupent du collaborateur qui arrive, va le chercher à l'aéroport, l'introduit dans la structure d'accueil, supervise pendant les 2 semaines et là, en solution de repli, s'il y a le moindre souci, bon, ça s'est jamais passé, mais le fait est qu'on est là, et jusqu'au retour à l'aéroport du volontaire. Voilà. Dominique Doré, la maison des Baba Yaga. Hier, on a parlé d'innovation sociale. Et quand on prend des lunettes classiques, on a beaucoup de mal à évaluer des innovations sociales, puisqu'on va les remettre dans des cages dont elles sortent. Alors, je peux donner quelques pistes, parce que même nous, au niveau de l'évaluation, on n'a pas encore de solution fixée. Vous avez Patrick Vivray, qui a une dizaine d'années avait fait le livre Reconsidérer les richesses, qui retravaille sur ce travail cette année. Donc, revoir comment est-ce qu'on... vous savez que quand on augmente, il y a l'ERICA, ça augmente le PIB en France, ce qui n'est peut-être pas terriblement positif. Donc, vous avez le collectif FAIR, F-A-I-R, qui travaille sur l'évaluation. Et vous avez aussi un certain nombre de conseils régionaux qui ont essayé de savoir quel était l'impact des mesures qu'ils peuvent prendre. Et vous avez des travaux qui ont été faits par le conseil régional dans le Nord, avec un professeur qui s'appelle Gadret, qui a été dans la commission Stiglitz. Donc, vous avez un certain nombre de gens qui sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on mesure les indicateurs pour les innovations sociales. Merci. Je ne vois pas tout le monde. Après, il y aura une question devant. Oui, bonjour. Oui. Anne Poitrenaud, France Bénévolat. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que France Bénévolat partage complètement vos constats sur l'importance de l'évaluation, parce que l'évaluation est fondamentale pour voir effectivement ce qui impacte positivement ou négativement, et en particulier sur la création d'un parcours d'implication chez les collaborateurs. C'est quelque chose qui nous est cher. Deuxième point qui a été soulevé en particulier par Johan à la toute fin, les compétences qui émergent de toute cette implication des collaborateurs sont vraiment fondamentales. Alors, je voudrais vous poser une question un petit peu plus RH à Bouchra et à Marianne et à la SNCF de manière plus générale. Quid justement de la valorisation, puisque ces compétences sont reconnues, elles ont été démontrées. Voilà, est-ce que c'est un mouvement qui est aussi en cours parmi tout ce mouvement positif de l'implication des collaborateurs? Voilà, qu'est-ce qui arrive à la toute fin de ce développement de compétences et de ce parcours d'implication extrêmement riche pour les salariés?
Bouchra ou Marianne, je ne sais pas qui de vous deux. Moi, déjà, en ayant donc pris en charge les formations des volontaires, donc ça veut dire qu'effectivement, on considère qu'il y a véritablement des compétences personnelles qui sont développées, et professionnelles aussi, hein, qui sont développées lorsqu'on s'implique dans du mécénat d'entreprise. Après, ça, c'est déjà une chose acquise. Pas été si facile que ça. Mais ensuite, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Bien entendu, je pense qu'il faudrait valoriser ces compétences en interne. Les idées, effectivement, que j'aurais, effectivement, c'est intégrer, par exemple, ces compétences et cette implication dans les entretiens annuels. Typiquement, les collaborateurs ont des entretiens annuels, ce qu'on appelle, nous, les entretiens dialogues. Moi, je pense qu'effectivement, on devrait intégrer une case dans le bien-être. Voilà. C'est un petit peu fait chez nous pour les managers, notamment, il y a une petite case bien-être au travail, équilibre vie privée professionnelle. Mais pareil, on demande... donc je pense qu'on va y venir, très sincèrement. Je pense que les entreprises vont y venir tout à un moment ou un autre. Maintenant, ça va mettre du temps, bien entendu, parce que là, on demande un changement profond du management en France. On demande vraiment d'accompagner ce changement. Donc on évolue vraiment. Il faut savoir que le mécénat d'entreprise, je parle sous le contrôle de Marianne Echette, ça fait quoi? Ça fait 30 ans, à peu près. Donc c'est récent. C'est vraiment, on apprend, aux États-Unis, c'est, voilà. Voilà, effectivement. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est en train de tout faire, de tout construire tous ensemble. Et donc, on y viendra, moi j'en suis persuadée, on y viendra à mettre en valeur ces compétences dans l'entreprise. Voilà, je pense qu'on a inventé aujourd'hui la valorisation des acquis du mécénat, la VAM, et on va pouvoir mettre ça en place assez rapidement. C'est noté. Merci. Une dernière question. Allez-y. Oui, bonjour, Jeanne Bretéché, je suis consultante associée pour Génération 2. Je suis spécialisée sur les mobilisations solidaires de salariés et je travaille notamment pour le groupe Bolloré, un programme qui s'appelle Earth Talent et qui fait appel à la mobilisation solidaire des salariés des pays du Sud dans les entités locales de Bolloré, pour des projets qui portent sur l'autonomisation des femmes. Voilà, donc ma première question est pour la SNCF. Comment est-ce que vous faites correspondre la demande d'engagement qui émane des collaborateurs? Vous avez dit que vous proposez aux collaborateurs de remplir des dossiers et l'offre de mission des associations. Est-ce que vous passez par un site internet sur un modèle de site de recrutement traditionnel, ou est-ce que vous essayez de répondre vraiment aux demandes des collaborateurs pour trouver les associations qui proposeraient des missions correspondant à leurs compétences? Voilà. Et ma deuxième question, qui s'adresse aux deux, mais peut-être plus spécifiquement à KPMG, est-ce qu'il y a un impact sur la marque employeur et le turnover? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous avez prévu de le mesurer? Voilà, merci. Alors la question, là, après vos deux réponses, effectivement, on arrêtera les débats parce que le temps passe, c'est l'heure de la pause. Et vous pourrez continuer les échanges. Vous avez identifié les intervenants. Marianne, je vous laisse. Alors, le vrai challenge, c'est en effet ce qu'on appelle le matching. Hein. Voilà, on a des collaborateurs qui souhaitent donner ce type de compétences et puis des associations qui cherchent. Alors, aujourd'hui, voilà, le matching est à 70% réalisé. Donc, il y a un certain nombre de collaborateurs qui n'ont pas trouvé de mission et un certain nombre d'associations qui n'ont pas trouvé preneur aujourd'hui. Donc, pour ce solde-là, si je puis m'exprimer ainsi, on va aller au-devant du collaborateur qui s'est inscrit en lui disant « il y a d'autres missions que tu pourrais remplir, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc on l'ouvre. Et de la même façon, à l'association, bien sûr, rester en contact en lui disant qu'on continue à chercher, mais qu'aujourd'hui, voilà, personne ne peut encore répondre à sa mission. Mais c'est vraiment, évidemment, l'enjeu principal. Et vous avez mis en place un site internet peut-être pour ça ou... Ah oui, c'est ce que je vous ai dit. Oui, tout est sur le site internet, le dossier de candidature de l'association, etc., la liste des missions, la liste des associations, et c'est ce que disait Sarah. Je crois que c'est l'outil aujourd'hui le plus abouti. Hein, donc allez-y, hein, fondation.org. C'est vrai. Bouchra. Pour répondre à votre question, je ne suis pas DRH. Il n'est pas là, donc il ne pourra pas vous dire si ça a un impact ou pas.
Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas véritablement si c'est un impact sur le turnover d'entreprise. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, l'engagement de manière générale des salariés ou la politique de mécénat d'entreprise, ce sont des éléments qui comptent beaucoup pour les jeunes. Ça, c'est évident. Je pense qu'effectivement, le changement, il va s'opérer aussi par le bas et par la jeunesse qui arrive, et dont ces éléments-là sont très importants pour eux. Donc, une entreprise aujourd'hui, sa politique de mécénat est regardée de près par la jeune génération qui est très militante, qui est très engagée. Donc je pense qu'effectivement, oui, ce sont des éléments qui comptent, mais pour nous, Fondation et l'entreprise, c'est pas pour ça qu'on le fait. Ça, c'est important de le souligner. Merci. Juste avant de nous quitter, je vous signale deux ouvrages ou deux études. Une étude sur l'impact du pro bono qui a été menée par Pro Bono Lab et la Taproot Foundation, que vous pourrez trouver sur le site internet du Pro Bono Lab et sur le stand qui est juste à la sortie à droite. Et également une étude pour France Volontaire par Billing sur les congés de solidarité parmi les autres dispositifs d'implication des collaborateurs. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. Merci à vous toutes et tous.